Traiter l'insuffisance surrénalienne. Bienvenue chaleureusement à cette vidéo. J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos sur le sujet de l'insuffisance surrénalienne et l'intérêt a été tellement grand et tant de commentaires demandaient de comment on peut maintenant traiter cela. C'est pourquoi cette vidéo. Je vais présenter des stratégies de traitement, des mesures qui changent la vie, ce qu'il faut faire et cela, bien sûr, de manière à ce que ce ne soit pas un travail à plein temps, mais que cela puisse être facilement intégré dans la vie quotidienne. Alors, commençons. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Chaque nouvel abonnement me remplit de joie. Faites-le moi savoir ici. Continuez. Alors, un facteur qui mène souvent à une insuffisance surrénalienne, c'est le stress, et il est important d'en parler brièvement, car beaucoup de personnes ne sont pas vraiment conscientes de ce qu'est le stress. Le stress signifie que lorsque nous réagissons à des situations stressantes, notre corps doit libérer des hormones de stress, notamment le cortisol, qui est notre propre hormone de stress à long terme. Il y a également l'adrénaline et la noradrénaline, qui sont des hormones de stress à action rapide, libérées pour des réponses immédiates. Donc, tout au long de la journée, nous sommes confrontés à de très nombreuses situations qui exigent de nous une capacité d'adaptation. En réalité, le stress peut être considéré comme un indicateur de notre capacité à nous adapter à ces diverses situations. Un stress élevé signifie que je dois m'adapter beaucoup ou de manière significative à une situation donnée. Peu de stress indique que je suis habitué à la situation, je n'ai pas besoin de m'adapter beaucoup, ou pour le dire autrement, cela n'implique pas une sollicitation intense des glandes surrénales ou du système hormonal. Et c'est très simple, si par exemple vous avez un patron colérique et que vous devez vous adapter à son humeur tous les jours, alors vous subissez un niveau élevé de stress. Vous êtes soumis à un haut degré d'adaptation. Vous devez constamment vous préparer mentalement et physiquement, et vos glandes surrénales sont contraintes de sécréter en continu des hormones de stress. Et c'est là un grand malentendu. Le stress indique principalement que notre corps est capable de produire des hormones de stress en quantité adéquate pour nous permettre de nous adapter à de telles circonstances. Si cela vous apporte du réconfort, vous pouvez, bien entendu, choisir de méditer. Il y a littéralement des milliers de méthodes différentes pour gérer le stress. J'ai pour habitude de dire à mes patients que la façon la plus simple, celle qui est soutenue par des données concrètes, c'est de prendre pleinement conscience lorsqu'ils sont en état de stress. Cela implique de reconnaître qu'ils doivent s'adapter à nouveau, car bien souvent, ces épisodes de stress surviennent de manière inconsciente. Nous nous laissons submerger par les événements, que ce soit un accroc mineur sur notre véhicule ou n'importe quelle autre contrariété. Cependant, il est possible de s'exercer à reconnaître les signes du stress lorsqu'ils se manifestent et de diriger délibérément notre vigilance et notre attention sur cette reconnaissance. En faisant cela, le niveau de stress commence à diminuer de façon tout à fait naturelle. Le chapitre suivant, tout aussi fondamental et simple dans l'approche thérapeutique, concerne l'importance d'un sommeil sain et réparateur. Il est environ 23 heures, une heure critique pour les personnes atteintes d'insuffisance surrénalienne. Ces individus sont confrontés à une difficulté particulière. Leur corps produit peu de cortisol le matin. Cependant, leur état tend à s'améliorer progressivement au cours de la journée, ce qui les conduit souvent à prolonger leur activité professionnelle tard dans la nuit. Nous savons que vers 23 heures, alors qu'ils sont déjà épuisés, affalés sur le canapé depuis 22 heures ou plus, et qu'ils zappent d'une chaîne à l'autre, ils ressentent soudainement un second souffle, comme si un regain d'énergie surgissait de nulle part. Et on se réveille à nouveau. Et il ne faut absolument pas emporter cela avec soi, surtout en cas d'insuffisance surrénalienne. Il est donc primordial de veiller à être au lit vers 22h30, 23h, pour être déjà plongé dans le sommeil lorsque ce second élan survient, parce que ce second élan, il nous porte jusqu'à environ 1h du matin, voire plus, et c'est toujours extrêmement défavorable. Nous savons simplement qu'un bon taux de mélatonine, un sommeil sain, etc., sont bénéfiques pour la santé. Et dormir longtemps aussi, cela aide particulièrement les personnes ayant une fonction surrénalienne défaillante. Ainsi, entre 7 et 9 heures de sommeil sont conseillées, et beaucoup de personnes souffrant d'insuffisance surrénalienne, surtout si elles ont des troubles du sommeil, profitent encore d'une petite sieste réparatrice. Il est tout à fait normal de traverser la période où le niveau de cortisol devrait être au plus haut pendant le sommeil. C'est précisément à ce moment-là que le cortisol atteint son pic. Et si l'on parvient à dormir durant cette phase, on commence déjà à ressentir une amélioration. Cela représente donc un aspect crucial. Voici un autre conseil. De nombreuses personnes atteintes d'insuffisance surrénalienne expérimentent des phases de réveil nocturne, souvent entre 1h et 3h du matin, où ils sont parfaitement éveillés. Selon la médecine chinoise, cela concerne le foie. Et dans le cas d'une insuffisance surrénalienne, cela peut simplement être dû à un niveau trop bas de glycogène. Autrement dit, ces personnes bénéficieraient d'une collation nocturne, peut-être riche en protéines, contenant un peu de glucides complexes, je ne sais pas, du pain complet avec quelque chose à tartiner dessus, une pâte à base de protéines, n'importe quoi, par exemple à base de noix de cajou. Comment le formule-t-on? Parle-t-on de crème de cajou ou de beurre de cacahuète, ou bien d'un produit similaire? Si vous êtes affecté par une insuffisance surrénalienne, tentez donc ce qui suit. Cela concerne exclusivement cette affection et non d'autres pathologies. Il est conseillé de prendre une petite collation avant de dormir. En résumé, c'est la procédure recommandée. Nous devrions prendre notre petit déjeuner dès que nous nous levons. Pourquoi? Les personnes souffrant d'insuffisance surrénalienne dépendent un peu de leur taux de glycémie. Cela signifie que lorsque leur taux de sucre dans le sang baisse, elles se sentent mal. Pourquoi est-ce le cas? Parce que leur taux de cortisol est bas.
Ainsi, le cortisol, une hormone endogène, joue un rôle clé dans la régulation de notre métabolisme, notamment en contrôlant les niveaux de glucose sanguin. Lorsque le taux de cortisol est bas, notre corps est en état de repos, mais lorsqu'il est élevé, il agit en libérant du glucose dans le sang pour répondre aux besoins énergétiques accrus. Commencer la journée avec un faible taux de glucose sanguin peut entraîner une sensation de malaise. Il est donc impératif d'essayer d'augmenter ce taux à un niveau sain. Cela ne doit pas se faire par la consommation d'aliments à indice glycémique élevé, tels que des petits pains blancs avec de la pâte à tartiner aux noisettes et du cacao, mais plutôt par une alimentation équilibrée, faible en glucides simples et riche en glucides complexes, comme le pain complet. Cela permet d'éviter des pics de glucose sanguin suivis de chutes rapides et de maintenir un niveau constant et stable. De plus, l'adoption d'un régime alimentaire où l'on mange plusieurs fois par jour, en incluant des collations et des sources de protéines comme des cacahuètes, peut être bénéfique pour maintenir un taux de glucose sanguin régulier. Cela peut être comparé à un camion qui avance de manière constante sur la voie de droite de l'autoroute, sans subir de grandes fluctuations de vitesse ou, dans notre cas, de glucose sanguin. En définitive, une gestion adéquate de notre taux de glucose est essentielle pour éviter les dangers associés à des variations extrêmes qui peuvent être préjudiciables à notre santé globale. Il est donc crucial de prêter attention à notre alimentation et à nos habitudes pour maintenir notre bien-être. Que l'on utilise des encas sucrés, tout comme la caféine, je cesserai immédiatement la caféine, ainsi que le thé noir et ce genre de choses. Tout ce qui stimule les glandes surrénales, il faut s'en débarrasser. Le tabagisme également, il faut l'éliminer. Parce qu'il est compréhensible que on veuille le faire, car cela procure évidemment un coup de fouet. Les gens ont une carence en cortisol, ils ont peut-être un faible taux de glucose sanguin. Maintenant, je m'empresse de consommer quelque chose, une barre énergétique rapide et puis je me sens mieux, mais en fin de compte, cela conduit à la fin de la journée à l'obésité et cela ne donne qu'un petit coup de pouce. Cela ne résout pas le problème principal en définitive. Ce qui est également bénéfique, c'est de pratiquer un sport modéré avant de nous lancer dans la thérapie par les micronutriments. Il est crucial de comprendre que le sport de haut niveau et le sport extrême peuvent, une fois de plus, avoir des effets négatifs sur le taux de cortisol. C'est pourquoi privilégier un sport de bien-être, une activité physique agréable, est si important dans ce contexte. Cela contribue à réduire le stress, à s'engager dans l'activité physique et à améliorer la circulation sanguine. Nous savons par exemple que cela peut considérablement améliorer les états dépressifs et c'est tellement essentiel en fin de compte de simplement bouger. J'ai oublié de mentionner un aspect important de l'alimentation, le sel. On nous dit souvent que le sel est très mauvais pour la santé. Dans le contexte d'une faiblesse surrénalienne, le sel n'est pas considéré comme un ennemi, bien au contraire. Il existe de nombreux médecins qui recommandent d'augmenter la consommation de sel, car maintenir un équilibre en sel est favorable au bon fonctionnement des glandes surrénales. Par conséquent, si vous ressentez le besoin d'ajouter du sel à votre alimentation, cela peut être approprié en cas de faiblesse surrénalienne. Il n'est donc pas directement interdit. Restons sur le sujet de l'alimentation. Les allergies. Nous savons que de nombreuses personnes souffrant de faiblesse surrénalienne sont en réalité allergiques. Seulement, elles ne le savent souvent pas elles-mêmes. Dans les services d'urgence, on le sait. Une allergie peut être supprimée par le cortisol et c'est toujours une phase critique lorsque quelqu'un lutte pour sa vie. En présence d'une réaction allergique, notre priorité est de tenir bon pendant un quart d'heure, le temps nécessaire pour que l'effet de la cortisone se manifeste après son injection. Pendant ce délai critique, il est essentiel de garder le patient en vie. Il est reconnu que de nombreuses personnes présentant un faible taux de cortisol sont en réalité allergiques, souvent sans en avoir conscience. Elles ne connaissent pas forcément l'allergène responsable ou elles peuvent souffrir d'une allergie alimentaire, ce qui entraîne une irritation permanente du système de cortisol, laissant les glandes surrénales sans aucun répit. En conséquence, le cortisol est constamment sollicité et gaspillé sans que nous en soyons conscients. C'est pour cette raison qu'il est crucial de déterminer si l'on est sujet aux allergies. Il convient de traiter toute allergie identifiée et, bien sûr, d'éviter les allergènes pour protéger sa santé. Abordons maintenant le sujet des compléments alimentaires. Parmi eux, on trouve certains micronutriments particulièrement intéressants, tels que la vitamine C. Cette vitamine est essentielle car elle joue un rôle crucial dans la synthèse de l'hormone cortisone. Beaucoup de gens ou d'auteurs disent que c'est l'un des aspects les plus importants en cas de faiblesse des glandes surrénales, c'est d'avoir un niveau suffisant de vitamine C, un taux de vitamine C adéquat. Il est conseillé de prendre un peu plus que les 200 mg habituels, peut-être jusqu'à 1 gramme. Assurez-vous également qu'il y ait des bioflavonoïdes, ce qui signifie que plus la vitamine C est naturelle, mieux c'est. Peut-être de la cerise d'acérola ou quelque chose du genre, donc pas des vitamines C synthétiques simples ou simplement de meilleures combinaisons qui pénètrent mieux dans la cellule. Donc, prenez une vitamine C de meilleure qualité, pour ainsi dire. La vitamine E est aussi une substance qui mérite attention. Elle contient des tocophérols, y compris du bêta-tocophérol. Ce bêta-tocophérol paraît être davantage impliqué dans le processus de synthèse hormonale du cortisol que ne l'est l'alpha-tocophérol. Néanmoins, je ne me contenterai pas d'une simple composition bon marché de vitamine E. Je rechercherai plutôt un produit de qualité supérieure qui contient un spectre complet des différents tocophérols.
Heureusement, il existe maintenant sur le marché de tels produits qui garantissent un apport optimal en vitamine E. Cette vitamine est un antioxydant extrêmement puissant et semble jouer un rôle primordial dans la production de cortisol par les glandes surrénales. La dose souvent recommandée est d'environ 800 unités. Par ailleurs, une autre vitamine cruciale est la vitamine B, ou plus précisément le complexe des vitamines B, et notamment la vitamine B5, également connue sous le nom d'acide pantothénique, ainsi que la vitamine B3. La vitamine B5 joue un rôle direct dans la synthèse du cortisol et est essentielle à la production d'acétyl-CoA, une molécule clé dans de nombreux processus métaboliques de l'organisme. En définitive, ce acétyl-CoA agit comme un transporteur d'énergie. Je dis toujours, saucisse avec petit pain et moutarde, ça on ne comprend pas, ça doit être converti en un transporteur d'énergie. Et c'est là que la vitamine B5 joue un rôle particulier, justement dans l'approvisionnement de la glande surrénale, ou plutôt dans le processus de production. Ensuite, il y a encore une autre, la B3 que je viens de mentionner, également très importante, le niacine. Est également impliquée dans la production d'hormones au sein de la glande surrénale. La vitamine B6 est également un nutriment qui apparaît de manière récurrente dans les recommandations nutritionnelles. De manière générale, il est bon de noter que l'ensemble des vitamines du complexe B est avantageux pour la santé de la glande surrénale. Et par ailleurs, ces vitamines exercent également des effets bénéfiques sur le système nerveux. Le magnésium, et c'est un fait bien établi, est très bénéfique pour réduire le stress. Il est également courant de recommander le calcium, en particulier pour les personnes souffrant d'allergies. Le calcium aide à stabiliser la condition allergique. C'est une vieille astuce secrète que nous avions l'habitude d'utiliser souvent dans le passé. Dans notre clinique, on donnait souvent une tablette de calcium à la personne allergique et hop, les taux d'histamine se normalisaient rapidement et ainsi de suite. C'est quelque chose à essayer, un assez bon truc. Et puis, nous disposons également de quelques extraits de plantes bénéfiques. L'ashwagandha est particulièrement captivant dans ce contexte, car il a la capacité de stimuler la production du cortisol. En outre, l'ashwagandha possède des propriétés apaisantes et agit comme un antidépresseur naturel. De nombreuses personnes ont déjà intégré l'ashwagandha à leur routine quotidienne. Pour ma part, mon choix personnel se porte sur le ginseng et plus spécifiquement sur le ginseng coréen. Ce dernier peut être utilisé efficacement que le niveau de cortisol soit excessivement élevé ou insuffisant. Les Chinois, effectivement, on lui attribue des effets presque magiques, et cela semble fonctionner assez bien avec le ginseng dans la pratique. On ressent comme un regain d'énergie qui surgit de nulle part, c'est ainsi qu'on peut l'imaginer. Le gingembre joue également un rôle important ici, ça vaut vraiment la peine d'essayer, surtout en cas de faiblesse surrénalienne. Et de nombreuses personnes consomment aussi des extraits de ginkgo pour apaiser les nerfs, si une implication nerveuse est présente. Lorsqu'on est encore dans la phase où l'on n'est pas seulement constamment fatigué, mais aussi agité mentalement, et ainsi de suite. Donc le ginkgo est assez apprécié dans ce cas. Personnellement, je n'utilise pas le ginkgo pour la faiblesse surrénalienne. Je privilégie plutôt l'ashwagandha, le ginseng et les minéraux que je viens de mentionner. Un petit secret bien gardé, ce sont les extraits cellulaires. Si vous ne l'avez jamais entendu, on peut donc utiliser les composants des organes, les peptides, on peut les extraire et ensuite les prendre sous forme d'extraits cellulaires. Les extraits cellulaires ont longtemps été très controversés, surtout lorsqu'ils étaient injectés. Aujourd'hui, il existe des extraits cellulaires que l'on peut consommer sous forme de comprimés, donc des extraits cellulaires, en fait des peptides spécifiques, des petits éléments constitutifs, pour finalement permettre à l'organe de, simplement, pour que l'organe puisse être réparé afin que les éléments constitutifs soient simplement disponibles. Et puis, il y a aussi la question des hormones. J'ai réalisé une vidéo expliquant pourquoi je ne prescris pas directement du cortisol ou de la cortisone, sauf dans de très rares cas, en cas d'exception, des cas lorsque l'insuffisance surrénalienne est extrêmement grave. Le problème est simple, je voudrais démarrer la glande surrénale. Tu veux, Louis? Mon objectif est de lui redonner de la force, mais je ne souhaite pas, en quelque sorte, lui retirer le commandement. Si je fais croire à l'organe de contrôle central du corps que, il y a suffisamment de cortisol, en raison du comprimé administré plusieurs fois par jour, cela pourrait être contre-productif. C'est pour cette raison qu'il est crucial d'analyser avec attention le système hormonal. Chez la majorité des individus, on découvre d'autres déséquilibres tels qu'une carence en DHEA qui est le précurseur de la testostérone et de l'œstrogène par les biais du métabolisme subséquent. Le DHEA est également synthétisé par les glandes surrénales. Il est souvent constaté que les niveaux de cortisol et de DHEA sont faibles simultanément, suggérant une insuffisance des glandes surrénales. Dans ce cas, une administration prudente de DHEA peut être bénéfique pour renforcer l'organisme. Surnommée l'hormone d'Hollywood, elle est prisée par les célébrités et les riches en quête de jeunesse. Toutefois, il est à noter que la supplémentation en DHEA n'est pas systématiquement nécessaire. Des études montrent
qu'il n'y a pas de bénéfice à en prendre si les niveaux sont suffisants. Mais si le DHEA est bas, envisager son administration peut être pertinent pour soutenir les glandes surrénales déficientes. Et parmi mes hormones favorites, il y a bien sûr la progestérone, qui est le précurseur du cortisol. Je m'intéresse de très près au niveau de progestérone, tant chez les hommes que chez les femmes, car cela permet de fournir le matériau de base nécessaire au bon fonctionnement des glandes surrénales. Pour résumer, face à une défaillance des glandes surrénales, il est impératif d'adopter une approche de traitement multimodal qui comprend une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil de qualité, la prise en charge des allergies et une supplémentation en micronutriments. Ce sont là des éléments fondamentaux pour la santé. Il faut que certaines choses fonctionnent simplement en parallèle, et il n'existe pas de pilule secrète ou de complexe multivitaminé qui va remettre d'aplomb les glandes surrénales. Il faut vraiment faire plusieurs choses. Bien sûr, la précision augmente toujours lorsque je fais des mesures, lorsque je réalise des tests hormonaux, etc., comme je le montre aussi dans mon cours. Donc en fin de compte, la précision est importante et avec cette vidéo, vous aurez certainement de nombreuses suggestions qui peuvent être facilement adoptées en pratique et qui fonctionnent assez bien en réalité. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour la prochaine vidéo.